Sans plus tarder, on va débuter. Mon nom est Dédi Bilamba. Je représente le Festival de cinéma Vue d'Afrique. Et donc, pour la deuxième année consécutive, donc ceci est le Festival international de cinéma Vue d'Afrique, qui est basé à Montréal, donc organise une série de webinaires, de discussions, donc dans le cadre de la participation de ceci en tant que partenaire et surtout en tant que parrain de la catégorie Agir pour l'égalité, donc du Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Donc, agir pour l'égalité, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une catégorie spécifique du festival qui sera consacrée aux films illustrant des initiatives portées par des femmes et des hommes qui luttent au quotidien pour un monde plus égalitaire. Et le prix de cette catégorie, donc on aura un prix du jury et un prix du public. Voilà, cette année, le public aura la possibilité de voter. Donc, seront attribués par le ceci lors de la cérémonie de clôture qui aura donc lieu le 10 avril 2022, cérémonie de clôture du Festival Vue d'Afrique. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la Semaine du développement international. Donc, une semaine qui se déroule donc, du 6 au 12 février. Et la Semaine du développement international, donc SDI, elle célèbre les gens du Canada qui travaillent à l'appui du développement international. Et donc, cette année, la SDI se concentre sur 5 thèmes particuliers que sont l'égalité de genre, la santé, la résilience économique, l'éducation et l'action climatique. Donc, tout ça sont des objectifs que l'on retrouve dans les objectifs du développement durable, donc ODD du programme 2030 des Nations Unies, donc pour être plus précis, ODD 5, 3, 8, 4 et 13. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos différents panélistes, mais je ne vais pas oublier aussi que ce webinaire, en fait, est rendu possible par la participation de Affaires mondiales Canada, et donc dans le cadre du programme PCV du ceci. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter nos différents panélistes. Donc, je vais commencer par Safia. Donc, on va mettre en évidence sur le Zoom. Donc, oups, je ma lumière. Donc, c'est Safia Arzaf, pardon, qui concerne en égalité des genres aussi. Donc, Safia a été chercheuse en éducation pour le COFEMEN, pardon, et elle est détentrice d'une maîtrise en communication internationale et interculturelle. Donc, son expérience l'a fait naviguer entre Montréal, Marseille et Dakar. Safia croit profondément à l'égalité des droits et s'engage au niveau culturel et social sur différents enjeux. Ainsi, un futur égalitaire repose sur notre capacité de s'éduquer, de s'investir, de s'accompagner. Nous sommes la source et l'inspiration du mot mosaïque. Donc, c'était la présentation de Safia Arzaf, notre panéliste qui est actuellement au Sénégal. Un autre panéliste, un autre intervenant qui lui aussi est au Sénégal, c'est Monsieur Mamadou Diop, pardon. Donc Mamadou est donc chargé de programme au niveau du CNCR, donc qui s'occupe de toutes les questions liées aux jeunes ruraux, donc insertion, installation des jeunes ruraux dans les différentes chaînes de valeur, agro-silo, pastoral et halieutique. Donc Mamadou donc, est agronome de formation et agriculteur dans le sang, étant lui-même fils d'agro-pasteur. C'est ça qui l'a inspiré donc dans son cursus scolaire et ce qui a fait qu'après la licence en gestion, euh, donc en FASEGUCAD, donc tu nous expliqueras ce que c'est. Donc, il est parti vers l'agronomie. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que ma mère m'a inspiré à devenir qui je suis actuellement, car j'ai vu ce qu'elle a vécu et je pense pouvoir changer les choses en l'appuyant dans ses activités. Donc, merci beaucoup de ta présence, cher Mamadou. Tu nous raconteras plus tard comment tu as fêté la victoire des Lions de la Teranga à la Coupe d'Afrique. Et donc, notre intervenant, qui cette fois-ci est à Montréal, c'est Ramatoulaye Seck. Donc, Ramatoulaye est chargé d'appui au programme Direction Afrique du CECI, donc titulaire d'une maîtrise en gestion économique et d'un master certificat en fait en ressources humaines à l'université Cornell. Elle participe depuis plus d'une dizaine d'années dans le développement international, particulièrement en Afrique de l'Ouest et au Canada plus récemment. Donc, elle est ancienne boursière du département d'État américain en Women Leadership et elle s'est toujours engagée, elle a toujours été engagée auprès des organisations féminines. Elle croit fortement que le développement économique et social passe par l'intégration entière des femmes dans tous les processus de décision. Bonjour et bienvenue, Ramatoulaye. Alors, notre dernière
et notre liste en bon français panéliste, et donc Erika Pomenos, qui est l'invitée spécifique de Vue d'Afrique. Donc en fait, Erika est documentariste canadienne, donc ayant avec une cinquantaine de documentaires à son actif, dont une vingtaine réalisés en Afrique francophone. Donc dans le cadre de ces documentaires, de ces films, elle y aborde des thématiques comme la santé maternelle, les droits des femmes, l'environnement et les échanges culturels. Donc, Erika est la fondatrice d'Initiative Talim Diallo, donc, qui est une structure qui s'occupe de l'organisation de stages d'initiation au métier de l'audiovisuel destinés aux jeunes de 17 à 35 ans en Afrique francophone et des communautés culturelles au Québec. Et effectivement, pour les gens qui connaissent bien le Festival Vue d'Afrique, donc dans le cadre du programme 100 heures chrono, et ben, c'est Erika qui est derrière ces belles initiatives. Donc, je rappelle bien entendu que cette activité est réalisée dans le cadre des activités d'engagement du public du programme de coopération volontaire du CECI, donc le PCV, et qui bénéficie du soutien financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada. Voilà, donc j'ai fait les présentations, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup à votre présence, vous êtes beaucoup à vous être connectés, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions, que vous soyez dans le Zoom ou bien sur les différentes pages Facebook. Et d'ailleurs, on aura un sondage à vous faire passer à la fin. Donc, je vais poser une première question, une question collective. Alors, je vais demander est-ce que vous pourriez, chacun d'entre vous, nous parler de certains enjeux d'inégalité de genre qui freinent le pouvoir économique, justement, des femmes dans la société sénégalaise? Est-ce que vous pourriez identifier un enjeu ou une particularité de ce que vous avez pu observer et voir sur le terrain? Mais par exemple, on peut commencer par toi, Rama. Bonjour tout le monde. Merci Didi et bonjour aux panélistes à qui j'ai le privilège de partager aujourd'hui ce webinaire. Donc, je suis basée au Canada, mais malgré ça, quand même, je garde mes racines au Sénégal. Je suis toujours connectée à la réalité sénégalaise. Donc, à ce titre, je pense que je peux déjà participer, donner mes opinions sur la question de la femme, et particulièrement la question que vous me posez ce matin, Didi, c'est de voir les enjeux qui bloquent vraiment le développement économique des femmes au Sénégal. Donc, pour répondre à cette question, je partirai juste d'un constat très simple, des chiffres. Donc, dernièrement, les statistiques ont montré que 52% de la population sénégalaise est composée de femmes. Et parmi ces femmes-là, on note un taux d'alphabétisation de à peu près 35%. Donc, c'est des chiffres qui sont disponibles au niveau de l'ANOR. Donc, malgré ces chiffres-là, donc, on se rend compte quand même qu'il y a une certaine marginalisation des femmes dans le processus de décision, que ce soit économique, social, culturel. Et pourtant, elles sont très impliquées dans l'économie et de plus en plus dans l'ensemble des secteurs d'activité. Mais malheureusement, elles font face à des inégalités qui peuvent être des entraves à leur développement, au développement économique. Donc, parmi ces entraves, on peut citer, je l'ai dit tantôt, l'alphabétisation. Peu de femmes sont instruites, donc les chiffres le montrent. Et puis, d'autre part également, elles ne sont pas toujours considérées comme des facteurs de production. Et leurs efforts sont souvent minimisés ou ne sont pas pris en compte dans le PIB du Sénégal, par exemple, qui ne prend pas en compte le travail domestique et le travail de bénévoles. Donc, c'est passé pour acquis que tout ce que les femmes font, vraiment, c'est naturel. Donc, elles sont reléguées à des rôles de gestionnaires de foyer, naturellement à des rôles de médecins, entre guillemets, parce qu'elles s'occupent de la santé de leurs enfants, elles s'occupent de l'intérêt de la maison. Moi, je les qualifierais de super ministres pour ces femmes-là, mais malheureusement, la réalité est que tous ces frais-là, toutes ces inégalités par rapport au traitement qu'on donne aux femmes et aux hommes, quand même, font qu'elles ont du mal à s'exprimer ou bien ne sont pas assez valorisées sur le plan vraiment au niveau du Sénégal. Voilà. C'est ce que je peux dire. Maintenant, dans le fond, je vais laisser mes collègues enchérir sur ça, mais en gros, c'est vraiment les constats, l'alphabétisation, surtout la formation, l'éducation qui vont de pair. Merci beaucoup. Safia? Bonjour, donc ça fait vraiment plaisir de participer à ce webinaire et d'être accompagnée de personnes aussi incroyables. Donc pour ma part, j'ai eu le plaisir de travailler, de faire un stage international au niveau de
SUCO et de travailler dans le milieu de l'environnement, donc l'éducation éco-citoyenne. Et sinon, depuis maintenant septembre, je suis avec le CECI au niveau d'être conseillère en genre, au niveau du CNCR, qui est le Conseil national des ruraux. Donc, on travaille surtout sur les questions paysannes avec mon collègue, justement, Mamadou. Donc, j'aimerais remercier Madame Sec parce que, justement, les questions d'alphabétisation, les questions de formation et de prise en compte du travail domestique reste il y a beaucoup de travail qui reste à ce niveau-là. Mais j'aimerais aussi mentionner que, par exemple, le Sénégal est un des pays avec le plus grand nombre de lois favorisant l'égalité, la parité et la sécurité des femmes, en Afrique de l'Ouest. Sauf qu'un des problèmes, notamment, c'est la mise en application des lois et également la prise de connaissance de ces lois-là. Donc, au niveau, par exemple, de la parité du salaire, s'il y a une loi au Sénégal pour la parité, mais malheureusement, c'est vraiment la mise en application qui est difficile. De plus, je pense aussi que la question de valorisation, c'est une question qui est extrêmement, extrêmement importante parce que les femmes s'organisent, elles sont entrepreneurs dans plusieurs secteurs différents, elles sont créatrices, elles sont débrouillardes, elles sont vraiment, vraiment vivantes. En fait, elles font partie de l'économie, mais le Sénégal vit quand même avec un grand système qu'on appelle communément le système D, donc système débrouillardise, et qui n'est pas reconnu justement, et donc on ne reconnaît pas leurs qualificatifs, souvent qui sont et leurs compétences, par exemple professionnelles, parce que parfois elles apprennent par exemple hors formation académique, et donc ça les laisse un peu à l'extérieur des appels à application, par exemple, qui peuvent être faits en français. Donc, des femmes, par exemple, qui parlent Sérère ou Wolof ou Peul et qui n'ont pas accès au français, qui n'ont pas été éduquées en français, n'ont pas accès, par exemple, à des applications, des soutiens financiers et autres. Donc, on pourrait s'étendre sur le sujet, mais je vais laisser mes autres collègues s'étendre. Excellent. Merci beaucoup. Écoutez, on peut terminer avec toi, Mamadou. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu, dans ta bio, tu nous as parlé un petit peu de ce que t'a inspiré, ce que vivait ta maman étant jeune, ce qui constitue ton engagement. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses que tu as pu observer qui freinent un peu ces choses-là, le pouvoir économique des femmes au Sénégal? Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, par rapport au secteur dans lequel moi je suis avec ma collègue Safia, nous constatons que dans l'ensemble, il y a plusieurs enjeux qui freinent aujourd'hui le pouvoir économique des femmes, mais parmi lesquels on a aujourd'hui l'accès aux ressources productives, notamment le foncier, terre et eau. Cette analyse que je viens de faire, c'est l'analyse que font beaucoup d'experts, alors que peut-être, entre guillemets, ils ne lisent pas entre les lignes, ou bien qu'ils ne vont pas dans le fond des choses. Parce que je prends l'exemple de l'accès aux fonciers. Aujourd'hui, si on dit que les femmes ont un problème d'accès au foncier ici au Sénégal, alors qu'on ne va pas dans la spécificité des zones agroécologiques, à savoir par exemple dans la zone des Ignaï ou bien la zone Casamance, sachant qu'aujourd'hui, dans la zone Casamance, les femmes, c'est elles-mêmes qui possèdent les rizières et qui vont dans les rizières, qui cultivent le riz. Alors que par exemple, tu vas dans la zone du bassin arachidier, le plus souvent, la femme, elle va faire les activités post-récolte. Par exemple, de l'arachide et les cultures céréalières. Autre aussi, elle possède les petits ruminants, chèvres, moutons et tout. Elle possède aussi la volaille, à savoir la poule pour les ventes durant les périodes de marché hebdomadaire. Toutefois, cette femme qui vient aujourd'hui et demande à son mari d'avoir de la terre, cela est compliqué dans le cadre juridique, mais aussi cela est compliqué dans le cadre sachant qu'aujourd'hui, c'est un polygame, à plusieurs femmes, à plusieurs enfants. S'il doit aujourd'hui morceler la terre pour que chacune de avoir de la terre, et à cet effet, ça puisse avoir de la terre, ceci risque d'être compliqué. Résumé et avancé, aujourd'hui, on sait que c'est un enjeu qui est compliqué et qui est là pour les femmes. Toutefois, nous appelons à pousser beaucoup plus l'analyse. Merci. Merci beaucoup, Mamadou. Merci beaucoup, c'était très, très intéressant.
Alors, on a parlé des défis et des enjeux qu'elle rencontre, mais dans l'exemple que tu as décrit, Mamadou, tu as précisé qu'elles sont très actives, qu'elles se mobilisent et puis qu'elles n'attendent pas, en fait, qu'on puisse leur donner justement ces opportunités économiques. Et je sais que culturellement, dans nos pays, dans beaucoup de pays du Sud, notamment dans les différents pays d'Afrique, il y a différents moyens que les groupes ont pour s'organiser, notamment financièrement, comme par exemple ce qu'on appelle communément la tontine, le NAT, je pense qu'on appelle ça au Sénégal, et au Congo, là d'où je viens, on appelle ça l'ikelemba. Donc, c'est un moyen d'épargne collective, solidaire, avec un caractère social. Est-ce que vous avez, vous vu, dans le cadre de vos actions sur le terrain, des groupes de femmes qui justement pratiquaient ce genre d'épargne communautaire pour développer leur pouvoir économique? Je ne sais pas, Erika, est-ce que dans le cadre de tes travaux au Sénégal, mais même ailleurs en Afrique, est-ce que tu as pu observer ce genre d'activités et puis peut-être que tu as pu les filmer dans tes documentaires? J'avais plutôt préparé une réponse à la première question, donc je D'accord, mais pourrais n'hésite pas, peut-être... oui, mais n'hésite pas, tu peux. Oh, d'accord. Donc, ce que je voulais dire, c'est que au Sénégal, j'ai beaucoup, plutôt ces années-ci, de contact avec des jeunes femmes scolarisées qui sont en train de devenir des moteurs de véhicules de communication par le cinéma, le documentaire, la radio. En fait, il y a énormément d'intérêt dans ce secteur pour les femmes qui, elles, représentent la voix des femmes. Elles ont le micro, si vous voulez, ou elles ont la caméra. Donc, elles travaillent souvent en équipe avec les hommes et elles sont, en fait, moi, je les vois dans des séances de formation où elles s'inscrivent automatiquement avec les hommes. Et c'est surprenant parce qu'on avait moins de femmes, on n'avait pas la parité du nombre de femmes et hommes à Dakar, mais à Jas, qui est une petite ville en périphérie qui fait partie de Thiès, qui est presque rurale, où on avait beaucoup de participants et participantes qui venaient des villages. Ils étaient autant d'hommes et de femmes qui s'inscrivaient dans mes ateliers. Et à Ziguinchor, où j'ai donné aussi un atelier, mes élèves venaient d'une école d'audiovisuel et ils étaient aussi presque à la parité. Alors, je trouve que déjà, ça démontre une énergie, une vigueur et une intention des femmes de vouloir prendre une place médiatique. Par contre, dans les groupes, le dynamique social ou psychologique que je trouve, c'est que les femmes laissent beaucoup les hommes en avant, toujours. Elles ont toujours un peu cette tendance à laisser la place décisionnelle aux hommes, mais dès qu'elles intègrent un rôle comme caméraman ou réalisatrice, elles travaillent très bien, mais elles cherchent toujours quand même à ne pas trop s'imposer au-delà. Je pense que c'est culturel, mais déjà, on sent le vent de changement du fait qu'elles prennent de plus en plus de place dans les médias et elles expriment justement les réalités. Souvent, elles viennent des milieux ruraux où leurs mères ont vécu un peu dans le milieu agro-pastoral ou autre, ou souvent, c'est des enfants, des femmes qui ont déjà un certain niveau de scolarité qui fait qu'elles poussent. Alors, c'est vraiment important la scolarisation des filles pour les voir émerger dans cette nouvelle génération. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Erika. Merci beaucoup, Erika. Alors, sentez-vous libre parce que vous avez des exemples comme ça d'organisations de femmes qui ont pallié justement à ces défis avec de l'épargne collective, avec d'autres moyens comme ça. Rama? Oui, justement, merci Dédi. Alors, par rapport à ça, déjà, il faut souligner que la femme sénégalaise de bas âge déjà
elle a toujours été entreprenante. Moi, je me rappelle en classe de primaire, lorsqu'on s'organisait à cotiser tous les mardis, tous les samedis, puis la personne qui gagne part avec 1000 francs, 2000 francs pour aller faire quelque chose. Et c'est cet esprit-là qui a cheminé que un peu partout au Sénégal, on voit des groupements de femmes, des mbootaay de femmes, on les appelle des mbootaay, qui s'organisent. Et il y a une très belle évolution qui s'est passée. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? La personne qui gagnait la cagnotte, que ce soit une fois par mois, 2 fois par mois, qu'importe la somme, aussi colossale que la somme, traditionnellement, elle l'investissait pratiquement dans les cérémonies familiales. Ce qui fait qu'on ne voyait pas l'impact économique. Comment est-ce que cet argent-là était recyclé pour vraiment servir à combler d'autres besoins? Mais la tendance maintenant avec cette nouvelle génération, c'est que les mentalités, les paradigmes ont changé, les mentalités ont évolué. Elles cherchent maintenant à capitaliser sur ces sommes qu'on leur donne mensuellement ou 2 fois par mois, en tout cas de manière assez périodique. Maintenant, elles se retrouvent à avoir des projets, à l'utiliser pour financer leur projet, pour partir leur business, qui maintenant, ça va rouler, ça va être un fonds de roulement qui part. Aujourd'hui, c'est une femme qui gagne dans un mois une autre personne, même s'il y a un petit intérêt assez négligeable, ça leur permet de circuler à leur sein déjà, avec la cagnotte qui est disponible, avec un autre prêt qui est à côté qui leur permet vraiment de partir leur business et puis que ça roule au sein maintenant de ce groupe-là. Donc, c'est une belle évolution qu'on a pu noter au fil des années et puis on espère que ça va continuer. Maintenant, on parle de tontine villageoise améliorée, où on rentre en jeu maintenant les services financiers de microcrédit qui demandent moins de garantie, qui demandent moins d'intérêt, et puis ça les aide maintenant à vraiment structurer, à avoir vraiment des entreprises. J'en ai vu, j'en ai connu des femmes qui ont réussi à bâtir leur entreprise. Wow. Même si quelque part dans les statistiques, ça ne ressort pas comme on le souhaiterait, mais quand même, il y a eu des cas palpants, des success stories, des femmes qui sont parties de rien, qui, grâce à cette cagnotte qu'elles ont eue en fin du mois, ont pu vraiment bâtir leur entreprise, en même temps en s'occupant de leur famille. Là. Parce que l'esprit des femmes, c'est toujours ce qu'on gagne, ça revient dans la famille. Ça revient dans l'éducation des enfants, dans la santé, etc. Donc, non seulement il y a ce rôle économique-là, mais il y a ce rôle également de santé, de bien-être de la famille qui ressort de l'autre côté. Voilà. Mais dis-moi, Rama, est-ce que tu penses que le fait que justement ce ne soit pas forcément comptabilisé, que ce ne soit pas forcément mis en valeur, ça participe à une forme de discrimination et une forme voilà, une manière peut-être involontaire qui participe justement au frein à valoriser la place, le pouvoir économique des femmes au Sénégal? Le fait que ce ne soit pas, justement pas aussi bien reconnu? Justement, là, quand je parlais tout à l'heure que pour la plupart du temps, malgré le poids démographique des femmes, leurs efforts sont plus ou moins minimisés et le travail ne se reflète pas dans le PIB. Ça, c'est une forme quand même de perte qu'on a quand on voit le nombre de femmes qui, par une manière ou une autre, réussissent à avoir une somme d'argent qui leur permet de partir un business et que maintenant les retombées ne soient pas captées dans les statistiques, quand même, c'est une forme de discrimination qui fait qu'on minimise leurs efforts. D'accord, je comprends. Et elles cherchent des échappatoires, elles cherchent à avoir une base quand même de reconnaissance économique qui véritablement, si c'était capté, il y avait une plus grande mise à l'échelle, on verrait l'impact dans l'économie. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Alors, avant de revenir vers toi, Erika, j'ai une question pour Safia Mamadou, et peut-être que vous aurez aussi des exemples comme ça de mobilisation par les femmes. Alors, Safia Mamadou, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail auprès du Conseil national de concertation des ruraux? Donc, quels sont les défis que vous rencontrez? Quels sont les changements, justement, que vous avez pu observer aussi, ces défis de résilience-là depuis la pandémie? Et quel est l'impact, en fait, sur les femmes, justement, de tous ces récents défis, voilà, dans le cadre de votre travail auprès du Conseil national de concertation des ruraux. On va commencer par toi, Safia, puis Mamadou, tu pourras compléter, s'il te plaît. En fait, j'aimerais juste compléter sur la question d'avant, mais il y a un nouvel groupement, en fait, ça s'appelle des GIE. Donc, ce sont des groupements d'intérêt économique. Et en fait, il y a énormément de femmes qui s'inscrivent en GIE. Donc, elles s'organisent en GIE. Et ensuite, elles sont amenées à déposer
à se représenter au niveau des mairies, des communes, etc., elles sont reconnues économiquement et ça leur permet également d'avoir des activités économiques qui sont reconnues en fait par l'État. Et c'est des organisations aussi qui leur permettent d'évoluer énormément. Donc, par exemple, dans le bassin arachidé, elles vont faire des groupements économiques qui vont leur permettre de faire la transformation de l'arachide, donc en pâte d'arachide ou autre, ou par exemple, même chose en faisant des sirops naturels ou des jus, etc. Donc, ça leur permet également d'étendre leur activité économique et de s'organiser énormément. Donc, j'aimerais ça laisser peut-être Mamadou faire les 3 premières phrases de présentation et je vais rebondir sur ce qu'il aura à présenter. Je ne sais pas s'il est là. Mon cher Mamadou. Oui. Bon. Comme l'a dit Sophia, en fait, le CNCR travaille avec le Collège des jeunes qui est un cadre dédié aux jeunes au sein du CNCR et le Collège des femmes qui est un cadre dédié aux femmes au sein du CNCR sur différentes questions liées à l'emploi et l'insertion des jeunes. Et quand on parle de jeunes femmes et jeunes hommes, tout compris. Et sur les différentes questions aujourd'hui, il y a au-delà de l'accès des ressources, il y a la question liée au plaidoyer qui constitue un point très important. Mais le constat qui est fait par rapport à ça, c'est qu'au-delà de l'accompagnement qu'on apporte à ces différentes femmes, aux jeunes aussi, on constate qu'eux-mêmes, ils développent différentes initiatives. Tout à l'heure, vous en avez parlé. Vous avez parlé du système de tontine. Et pour vous donner un exemple simple, on a été dans la commune de Kaolack, plus précisément dans le quartier de Ngane Alassane. On était là-bas pour échanger avec les femmes sur un projet. On les a trouvées autour de la tontine. Et ce qu'elles nous ont répondu, c'est que tout projet que vous pourriez nous amener, allant dans le sens de nous aider à mieux gérer notre tontine, nous sommes receveurs. Tout autre projet que vous nous amenez pour nous donner de l'argent comme ça, sincèrement, pour le moment, on n'en veut pas, on n'est pas rassuré. Donc, vous voyez, elles sont dans leurs choses, elles avancent. Et ils sont là-bas, qui travaillent, certains dans la fonction publique, certains dans les ONG, d'autres dans des structures rémunérées, qui font des tontines à 50 000 francs et qui, quand ils récupèrent leur argent, peuvent avoir à 500 jusqu'à 1 million de francs CFA. Et des jeunes ont ouvert des boutiques dans ce quartier-là à travers le système qui se sont inspirés des femmes. Et ces gens, ce sont des exemples. Aussi, il y a l'exemple de la calebasse de solidarité. Par exemple, une personne peut avoir un décès du jour au lendemain qui est par surprise comme ça, là, et n'a pas de ressources pour pouvoir gérer tous les frais liés à cela. Donc, à travers la calebasse de solidarité, pour avoir des fonds pour gérer ses frais et après, va rembourser sans intérêt. Et tout ça, nous l'avons capitalisé en tant que des personnes qui les accompagnent, mais nous les avons permis aussi de pouvoir démultiplier ces exemples dans d'autres organisations, dans d'autres localités, où des femmes faisaient des systèmes résilients. Et même, elles ont pu apprendre aussi des systèmes résilients à travers des femmes de Sédhiou qui font toujours de la troque, du riz contre de la patate douce contre aujourd'hui du sorgho. Et ça, ce sont des exemples vraiment de résilience qui sont mis en échelle et qui pourraient aussi permettre aujourd'hui vraiment de valoriser ce que les femmes sont en train de faire et qui est très intéressant. J'aimerais rebondir sur un des mots que mon collègue Mamadou a dit, c'est résilience. Donc, la résilience est une qualité extrêmement forte et, par exemple, l'impact du COVID sur la plupart des... Donc, de façon générale, par exemple, le Conseil des jeunes, des jeunes ruraux, c'est une structure qui aide des projets et qui valorise le travail d'intégration ou d'accessibilité aux fonciers ou à du matériel et qui encourage des jeunes qui veulent se lancer dans les filières agro-silvopastorales et halieutiques. Et parce qu'il y a plusieurs défis que les jeunes peuvent rencontrer, donc que ce soit accès à l'information, accès aux ressources, accès aux formations, accès au matériel qui leur permettent de s'investir au Sénégal, de réussir au Sénégal et de pouvoir compter sur le milieu paysan pour réussir de façon économique, etc. Et donc, il y a beaucoup d'exemples qu'on a rencontrés, que j'ai rencontrés depuis mon début d'investissement au niveau du CNCR. C'est des femmes résilientes qui s'étaient investies au niveau de l'élevage, par exemple, et qui ont fait des formations, donc des stages WETIO, par exemple, qui ont participé à différents projets, qui ont eu des financements et qui ont lancé leur projet entrepreneurial, par exemple, élevage de poulets
ou élevage de moutons, etc. Et que dû au COVID, il y avait une impossibilité d'aller dans les LUMA, donc dans les marchés hebdomadaires pour vendre les poulets, de se rencontrer les uns les autres pour écouler ou aller acheter des aliments, etc. Et donc, il y a des jeunes femmes qui étaient, par exemple, jeunes femmes divorcées ou des jeunes femmes de différents horizons auxquelles leur activité d'élevage, la famille reposait sur ces activités d'élevage qui ont perdu énormément à cause du COVID. Mais suite à ça, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont été extrêmement résilientes et elles se sont encouragées à recommencer. Donc, trouver d'autres activités, s'organiser avec des jeunes femmes qui ont vécu des mêmes expériences qu'elles, de se rencontrer, de recréer un système qui leur permette en fait de survivre, de faire du maraîchage à plus petite échelle, donc pouvoir avoir du maraîchage qui permettent à la survivance en fait, de la famille, et ensuite d'étendre de façon beaucoup plus dynamique avec d'autres personnes pour pouvoir s'organiser et se réajuster face au COVID, parce qu'il y a aussi une augmentation une augmentation de prix des denrées de base, par exemple. Donc, c'est vraiment difficile et l'impact de la COVID est extrêmement, extrêmement difficile. Mais les femmes sont résilientes, elles sont extrêmement fortes, elles se forment et après ça, elles poussent, elles vont dans les mairies, elles sont maintenant parfois adjointes à la préfecture et en fait, elles occupent de plus en plus de place et elles veulent occuper des postes et elles veulent lutter, elles veulent faire partie des luttes et qui ne sont pas simplement pour les femmes, mais vraiment pour tout le monde, pour que la jeunesse sénégalaise puisse se développer et puisse réussir localement, mondialement. Ça, c'est extrêmement important parce que les questions en général d'intégration, de réussite sont autant pour les jeunes femmes ou les femmes en général, mais aussi vraiment pour les jeunes, pour lutter sur d'autres dynamiques qui sont vraiment présentes ici et qui sont importantes à aborder, comme l'immigration, par exemple. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ce que vous avez décrit là avec Mamadou, ça nous donne vraiment une idée de à quel point c'est bouillonnant sur le terrain, que les gens n'attendent pas quoi que ce soit, et c'est plutôt à nous d'être capables de mériter cette énergie. Et justement, étant du Festival Vue d'Afrique, tout ça là, ça me donne beaucoup d'images dans la tête. Et j'aimerais poser la question à Erika. Erika, est-ce que tu pourrais nous décrire justement, dans le cadre de tes activités, justement des productions audiovisuelles, notamment que tu as réalisées dans le cadre de l'initiative Taline Diallo au Sénégal, et en quoi justement ce travail de production audiovisuelle, en fait, ces initiatives en fait, permettent-elles de renforcer l'effectivité des droits des femmes et éventuellement contribuer au renforcement de leur pouvoir économique, mais voilà, en quoi, tu as commencé à nous l'expliquer un petit peu, donc ce sera excellent de pouvoir avoir plus de détails. Voilà, nous parler de tes productions au Sénégal et en quoi justement ça contribue à apporter du changement en termes d'égalité. Bon, alors, dans les formations, parce que j'ai formé une centaine de jeunes depuis le mois d'octobre dans les 3 régions que j'ai mentionnées, où il y avait plusieurs femmes. Et en fait, très peu avaient opté pour le documentaire, mais à Dias, les femmes semblaient très politisées. Il y avait un groupe qui avait fait un film sur l'accaparement des terres. Et malgré que les 2 porte-paroles qui ont été interviewés étaient des hommes, l'équipe était composée d'hommes et de femmes. Je crois que même il y avait une femme qui a réalisé ou un autre qui a fait la caméra, mais une intervenante, un clip qu'ils avaient eu en archive montrait que la résistance, le mouvement citoyen pour protester contre l'accaparement des terres industrielles autour de Dias qui chevauche l'aéroport, que en fait, c'était une femme qui était le porte-parole de ce mouvement et elle figurait dans les petites vidéos sur YouTube, etc., que les mondes se passaient. Elle ralliait les gens. Autour d'elle, avait un groupe de jeunes, beaucoup d'hommes, mais c'était elle la porte-parole et elle était très articulée. J'étais assez intéressée de voir ça. Donc, d'autres préoccupations qui sont sorties dans les films, surtout de fiction, qui ont été créés dans très peu de temps. Et je leur donnais un thème commun. Par exemple, à Dakar, c'était enquête de vérité. Je pensais qu'ils allaient parler au niveau du mensonge et du fake news et tout ça, mais pas du tout. La politique n'entrait pas nécessairement dans les sujets que les groupes à Dakar traitaient.
c'était l'adoption dans 2 films, sans qu'ils se parlent entre eux, traitaient de filles qui avaient appris qu'elles avaient été adoptées et les traumatisait. Donc, la famille, très important, le rôle de la mère dans un des films, la mère adoptive quand même choyait sa fille, donc sa fille a fini par comprendre que l'important, ce soit l'amour maternel. Mais je sais que l'adoption en Afrique, en général, souvent, on adopte une nièce, elle devient bonne. Donc, ça les préoccupe. Et aussi, une autre chose qui les préoccupe, ces jeunes femmes formées en audiovisuel, des communicatrices de demain, c'est le problème du couple, puisque maintenant émerge le désir de choisir son partenaire. Parce qu'on sait qu'en général, dans les parents de cette génération, soit que c'est la polygamie ou c'est des mariages arrangés, ce n'est pas nécessairement les mariages forcés, mais c'est des mariages pour lier des familles et les filles, ces filles viennent souvent des couples comme ça, mais elles désirent maintenant choisir leur partenaire et elles rencontrent des obstacles parce que je crois qu'encore au Sénégal, c'est très important pour une jeune femme d'être mariée, même si elle veut avoir autonome et elle se débrouille en groupe avec d'autres femmes en région rurale ou même en ville, elle a sa petite commerce où elle évolue. C'est quand même très important de fonder un foyer et la préoccupation des tabous et des vieilles modes culturelles, elles ont goût de briser. Un autre sujet était l'excision, où la mère amenait l'enfant visiter le village de la ville et l'enfant était excisé. Et c'est le père qui était fâché, mais c'est quand même en fait, la personne qui est nommée par l'État, qui s'appelle une pédagogue, qui est venue parler au couple du fait que l'excision n'était pas... La religion est importante encore, donc le Coran n'exige pas l'excision, ce n'est pas une pratique musulmane, d'éduquer la famille pour que les enfants soient épanouis. Parce que je crois que l'épanouissement social et personnel est aussi à la base de l'émancipation de la femme et de sa capacité, toute cette résilience aussi, qu'elle puisse aussi... on n'a pas beaucoup abordé les questions comme le planning familial et tout ça, mais j'ai l'impression que les jeunes filles qui s'enlignent dans les carrières médiatiques ou qui rêvent d'être réalisatrices parce qu'elles ont maintenant des modèles de réalisatrices qui gagnent des prix internationaux, c'est des jeunes Sénégalaises qui émergent maintenant. Il y a des hommes quand même, bon, il y a Alain Gomis, etc., mais cette jeune femme qui a réalisé Atlantis, qui a eu une diffusion extraordinaire. Donc, elles rêvent, elles ont des modèles maintenant différentes et elles rêvent vraiment de prendre leur place. Et pour ça, je pense qu'elles veulent retarder la maternité, attendre à voir à qui leur place dans leur métier. Et ça, je parle surtout des filles urbaines, parce que c'est surtout avec elles que j'ai traité, mais on sait que même à la campagne, les filles sont vraiment en train de s'émanciper à ce niveau-là, d'avoir plus un contrôle sur les circonstances conjugales et de leur foyer. C'est qu'elles décident plutôt que ce soit leurs parents ou en fait, leur mari qui leur impose. On sent un vent de liberté de ce côté-là. Les femmes, de toute façon, n'ont pas la langue dans leur poche, comme on dit à Québec. C'est chez les Sénégalais, elles ne se taisent pas, elles s'expriment très bien. Ça nous donne la... Effectivement, merci beaucoup, Erika. Alors, vous avez parlé d'un sujet intéressant. Alors, avant de revenir sur Rama pour nous parler de la question de l'intersectionnalité, on a une question dans le public qui est posée par Capucine. La question, je vais la poser à Mamadou. Capucine pose la question justement de la manière dont toutes ces démarches justement sont perçues par l'État et par les hommes, en fait, notamment. Comment justement ces vents de changement que Erika décrit, comment cet empowerment justement économique des femmes, voilà, on parle souvent de la question de masculinité positive, justement. Alors comment c'est perçu, comment c'est accepté? Mamadou, si tu peux nous en parler, et ensuite je poserai une question à
notre cher Rama. Vous savez, toutes ces questions, je vais dire, genre, c'est pas une question de percevoir parce que ces questions sont même intégrées dans la démarche de la société et même dans les manières de faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette organisation, on va dire, du travail, il y a cette organisation des positionnements, il y a tout ça qu'il y a déjà là. Maintenant, cette situation doit améliorer en fonction, aujourd'hui, peut-être de la mondialisation, mais aussi en fonction des enjeux. Même on va dire les chefs de famille, les chefs de ménage, hommes, femmes, et même l'État sont conscients aujourd'hui que ces enjeux-là doivent être pris en compte et même doivent être acceptés pour le développement économique du pays. Aujourd'hui, un père de famille qui parvenait à avoir 1000 francs et qui, avec 1000 francs, pouvait nourrir toute sa famille, maintenant, c'est qu'avec 1000 francs, c'est impossible. Et c'est que cette père de famille est obligée aujourd'hui d'accompagner sa femme, est obligée d'accompagner ses filles pour qu'elles puissent travailler, pour qu'elles puissent aujourd'hui contribuer à ce développement économique de la famille. Ça va même au-delà de la perception, c'est même une obligation. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, donc c'est intégré carrément dans la société. Maintenant, aujourd'hui, au niveau étatique aussi, des pas sont faits, des pas pour lutter, par exemple, contre l'agression faite aux femmes, contre le viol qui a été criminalisé et que nous saluons, et contre d'autres choses, d'autres pratiques qui sont néfastes aujourd'hui. Mais, comme on le dit, l'œuvre humaine est perfectible à chaque fois pour perfectionner la chose. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut aller de l'avant et continuer à travers ça. Et aujourd'hui aussi intégrer dans notre plaidoyer le fait que chaque société est organisée d'une manière qui allait dans son temps, qui permettait à son temps d'avancer, qui permettait en son temps de vivre. Aujourd'hui, si cette société doit évoluer, on doit aujourd'hui pas l'obliger à évoluer, mais le laisser évoluer en fonction de ce qu'il pense être le plus pertinent selon ses enjeux. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Mamadou. Alors, tiens, je vais poser la question à toi, Safia. Est-ce que tu peux nous parler justement de la notion d'intersectionnalité, puisqu'on a parlé de différents défis et il semble que les choses soient plus complexes qu'on peut l'imaginer. Est-ce que tu peux nous en parler juste très rapidement et comme ça, on va pouvoir conclure notre bel échange. OK, c'est une très grande question. Je vais essayer de la faire de façon très claire et très précise. Donc, l'intersectionnalité, de façon générale, c'est un outil d'analyse qu'on prend pour analyser les différents secteurs de pression qu'il peut y avoir sur une personne ou sur une situation. Donc, quand on est par exemple, lorsqu'on est en ville, par exemple, les femmes qui sont en ville vont avoir différentes oppressions que celles qui sont dans les milieux ruraux. De façon générale, au Sénégal, je pense que les femmes sont mobilisées, sauf qu'il y a Dakar, il y a d'autres grandes villes et les dynamiques sont différentes également. Donc, lorsqu'on parle de Kaolack, lorsqu'on parle de la Casamance, donc Ziguinchor, Sédhiou, toutes les dynamiques sont différentes. Au Sénégal, il faut également prendre en compte les différentes communautés qui existent et les traditions et les cultures qui y sont associées. Donc, il y a les Sérères, les Peuls, les Wolofs, les Tout-Couleurs, il y a les Libanais, les Libanaises, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs communautés différentes, il y a plusieurs langues différentes. Il y a des femmes, par exemple, qui vont être alphabétisées en arabe, donc elles vont être à l'école religieuse, donc elles vont parler arabe et peul, par exemple, et elles ne sont pas, l'administration française ne leur est pas accessible. Il y a plusieurs questions différentes, par exemple, par rapport à l'intersectionnalité, mais il y a énormément de femmes qui luttent et qui tentent de faire comprendre que dans nos différents projets, que ce soit dans les milieux paysans, que ce soit dans les milieux du cinéma, il faut prendre en compte, il faut faire un travail de recherche au préalable et pouvoir intégrer le plus de personnes sur des enjeux différents. Donc, juste si on fait, pour faire un lien au niveau du cinéma, je fais ça de façon très rapide. C'est la 2e édition ou la 3e édition cette année du festival Film Femmes Afrique. Donc, c'est un cinéma mobile, donc qui va se dérouler à Dakar, mais également dans les régions, donc Guédiawaye, qui est dans une banlieue extrêmement populeuse, à Thiès, dans Casamance et tout, et qui fait la promotion de films faits par des femmes africaines de partout en Afrique, autant du Maghreb que de l'Afrique de l'Est, par exemple. Et toutes les projections sont gratuites pour permettre l'accessibilité et permettre l'accès à l'information. Donc ça, c'est juste ce projet-là, c'est mobile,
Ça rejoint énormément de populations différentes. Ça ne rejoint pas juste les femmes, ça parle de sujets différents. Et donc, c'est un projet qui est mis de l'avant, qui intègre énormément de dynamiques différentes. Et le CNCR et le Conseil national de Hugo et notamment le Collège des jeunes, le Collège des femmes font également ce travail-là, d'essayer d'intégrer des personnes handicapées, les personnes qui travaillent, par exemple, sur dans différentes régions, qui font affaire avec différentes, donc Peul ou CRH, etc. Donc, essayer de faire des projets qui sont adaptés aux environnements et aux réalités locales et qui peuvent toucher et améliorer les conditions de travail et d'intégration et d'accessibilité à l'égalité des personnes participantes. OK, j'ai fini. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Effectivement, c'est des sujets complexes, c'est important d'avoir de l'information. Alors, le webinaire touche à sa fin. Je vous remercie énormément. Alors, je pense que certainement beaucoup de gens vont vous poser la question de savoir comment vous accompagner. Alors, on va inviter tout le monde. Donc, déjà, la première chose, c'est de répondre à un sondage que l'on va vous mettre sur la page Facebook du CECI et sur la page Facebook du Festival de cinéma d'Afrique. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la manière justement de vous engager, ben, vous pouvez aller sur le site du CECI. Vous aurez de l'information sur les postes de volontaires dans le cadre du programme PCV. Donc, vous allez sur le site du ceci.ca, volontariat international. Donc, vous aurez toute l'information. Donc, je pense que c'est par là que tu es passé, Safia, j'imagine, pour… Exactement. Donc, on vous remercie beaucoup. Donc, on vous rappelle que cette discussion était dans le cadre de la Semaine du développement international, donc une initiative du CECI, qui est partenaire du Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Prochaine édition du Festival Vue d'Afrique du 26 mars au 1er avril en ligne sur tv5.ca et en salle. Enfin, on se retrouve en salle du 1er au 10 avril à la Cinémathèque québécoise. On sera ravis de vous rencontrer. Venez nombreux voir notamment les films de la catégorie Agir pour l'égalité, donc qui sera présenté et sanctionné par le CECI. Donc, merci beaucoup. Donc, allez sur la page Facebook du CECI pour répondre au sondage. Visitez le site pour voir les différentes activités réalisées par nos différents panélistes. Merci beaucoup, Erika. Merci, Mamadou. Merci, Rama. Merci, Safia. Félicitations aux Lions de la Teranga, encore une fois, pour leur victoire à la Coupe d'Afrique. J'espère que la prochaine fois, ce seront les Lions qui seront vainqueurs. Merci beaucoup à toute l'équipe du CECI. Merci à Alex à la traduction et à toute l'équipe d'organisation. Et on vous dit à très bientôt.